dis-je à mon père et à Oliver le lendemain matin pendant que nous prenions notre petit déjeuner. « Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda mon père. « Je sais pas. Qui ne tente rien n'a rien. » Oliver se moquait de moi et me réconfortait à la fois avec cette vieille rengaine. Je n'avais qu'à trouver le courage de la toucher, elle aurait dit oui. Dis-je en partie afin de désamorcer d'autres critiques éventuelles, mais aussi de montrer que, pour ce qui était de la moquerie, je pouvais m'administrer ma propre dose, merci bien. Je frimais. « Et c'est encore plus tard ?» me dit Oliver. C'était ce que faisaient les gens qui étaient à l'aise avec eux-mêmes. Mais je sentais aussi qu'il avait une arrière-pensée. Peut-être parce qu'il y avait quelque chose de légèrement inquiétant derrière son inepte, quoique bien intentionné, est-ce encore plus tard. Il me critiquait, ou se moquait encore de moi, ou voyait clair en moi. Ses paroles me piquèrent au vif, il finit par dire ce qu'il avait en tête. Seul quelqu'un qui m'avait complètement percé à jour aurait pu le dire. Si ce n'est plus tard, quand ? Cela plut à mon père. Si ce n'est plus tard, quand ? Cela faisait écho à la célèbre injonction du rabbin Hillel. Si ce n'est maintenant, quand ? Oliver essaya aussitôt d'adoucir sa remarque blessante. Moi, j'essaierai sûrement encore. Et encore après ça. Telle fut la version édulcorée. Mais essaie encore plus tard était le voile qu'il avait jeté devant « si ce n'est plus tard, quand ?» Je me répétais ces mots comme si c'était une formule prophétique censée refléter la façon dont il vivait sa vie et dont je tentais de vivre la mienne. En répétant ce mantra tout droit sorti de sa bouche, je pourrais peut-être découvrir un passage secret menant à quelques vérités cachées qui m'avaient échappé jusque-là, sur moi, sur la vie, sur les autres, sur moi avec les autres. Ces mots, essaie encore plus tard, étaient les derniers que je m'étais répétés chaque soir quand je m'étais juré de faire quelque chose pour rapprocher de moi Oliver. Essaie encore plus tard signifiait « je n'ai pas le courage maintenant ». Je n'étais pas encore tout à fait prêt. J'ignorais où je trouverais la volonté et le courage d'essayer encore plus tard, mais décider d'agir plutôt que de rester passif me donnait l'impression que j'agissais déjà, comme si je récoltais un profit sur de l'argent que je n'avais pas placé, ni même encore gagné. Mais je savais aussi que je tournais en rond et que des mois, des saisons, des années, une vie entière pourrait passer avec rien d'autre qu'un saint encore plus tard, inscrit sur chaque page du calendrier. Essaie encore plus tard marchait pour les gens comme Oliver. Si ce n'est plus tard, quand ? Était mon chibolette. Si ce n'est plus tard, quand ? Et s'il m'avait vraiment percé à jour, devinant chacun de mes secrets avec ses mots incisifs ? Je devais lui faire savoir qu'il m'était parfaitement indifférent. Quelques jours plus tard, dans le jardin, je fus totalement dérouté de constater que non seulement il faisait la sourde oreille à tout ce que je disais de flatteur sur Chiara, mais que pour lui je me trompais du tout au tout. Comment ça je me trompe ? Je ne suis pas intéressé. Je ne savais pas s'il voulait dire pas intéressé par ce genre de discussion ou pas intéressé par Chiara. Tout le monde est intéressé. Eh bien peut-être, mais pas moi. Encore peu clair. Le ton de sa voix était sec, agacé et sourcilleux. Mais je vous ai vus tous les deux. Ce que tu as vu ne te regardait pas. De toute façon, je ne joue ce petit jeu ni avec elle ni avec toi. Il tira une bouffée sur sa cigarette et tourna vers moi ce regard dur et froid qui pouvait pénétrer en vous avec une précision chirurgicale. Je haussai les épaules. Bon, excuse-moi. Et retournai à mes partitions. J'étais encore allé trop loin, et je ne pouvais m'en tirer gracieusement qu'en reconnaissant que j'avais été terriblement indiscret. Peut-être que tu devrais essayer, lança-t-il. Je ne l'avais encore jamais entendu parler sur ce ton presque canaille. D'ordinaire, c'était moi qui m'aventurais aux confins de la bienséance. Elle ne voudrait sûrement pas. Et toi, tu voudrais ? Où cela menait-il ? Et pourquoi avais-je l'impression qu'un piège était tendu quelques pas plus loin ? Non, répondis-je prudemment, sans me rendre compte que mon hésitation donnait raison. Tu es sûr ? L'avais-je par hasard convaincu réalité Chiara depuis le début ? Je le regardais comme pour rendre défi pour défi. Qu'en saurais-tu ? Je sais qu'elle te plaît. Tu n'as aucune idée de ce qui me plaît, répliquai-je. Aucune idée.
J'essayais d'avoir l'air supérieur et mystérieux, comme si je faisais allusion à un domaine de l'expérience humaine dont quelqu'un comme lui ne pouvait effectivement avoir la moindre idée. Mais je n'avais réussi qu'à avoir l'air maussade et hystérique. Un observateur moins perspicace de l'âme humaine aurait vu dans mes dénégations répétées le signe que j'essayais désespérément de cacher mes sentiments pour Chiara. Un observateur plus perspicace, cependant, y aurait vu l'indice d'une vérité entièrement différente. Ouvre la porte à tes risques et périls. Crois-moi, tu ne veux pas entendre ça. Peut-être devrais-tu y renoncer maintenant pendant qu'il en est encore temps. Mais je savais aussi que s'il paraissait seulement soupçonner la vérité, je ferais tout ce que je pourrais pour l'en détourner aussitôt. Et s'il ne soupçonnait rien, mes paroles véhémentes devaient le laisser dans le brouillard de toute façon. Finalement, j'étais plus heureux s'il pensait que je voulais Chiara que s'il essayait d'en savoir plus et m'obligeait à me trahir. Sans un mot, j'avouerais des choses que je n'avais pas bien discernées ou ignorais même que j'avais en moi. Sans un mot, j'irais là où mon corps désirait aller, bien plus vite qu'avec tout bon mot préparé des heures à l'avance. Je rougirais d'avoir rougi, je bredouillerais et finirais par fondre en larmes. Et dans quelle situation serais-je alors? Que dirait-il? Mieux vaut craquer maintenant, pensais-je, que de passer un jour de plus à jongler avec toutes mes vaines résolutions d'essayer encore plus tard. Non, il valait mieux qu'il ne sût jamais. Je pouvais vivre avec ça. Je pourrais toujours vivre avec ça. Cela ne me surprenait même pas de voir comme c'était facile à accepter. Et pourtant, un tendre moment survenait parfois de façon si soudaine et inopinée entre nous, que les mots que j'aurais tant voulu lui dire sortaient presque de ma bouche. Des moments maillot vert, comme je les appelais, même après que ma théorie des couleurs eût été tellement infirmée que je n'avais guère lieu de m'attendre à de la gentillesse les jours bleus ou de me méfier des jours rouges. La musique était un sujet de conversation facile pour nous, surtout quand j'étais au piano, ou lorsqu'il voulait que je joue quelque chose à la manière de tel ou tel compositeur. Il aimait mes combinaisons de 2, 3, voire 4 styles différents dans le même morceau que je transcrivais ensuite. Un jour, Chiara se mit à fredonner un air à la mode et bientôt, parce que c'était une journée venteuse et que personne n'allait à la plage ni ne restait même dehors, nos amis se rassemblèrent autour du piano dans la salle de séjour, tandis que j'improvisais une variation dans le style de Brahms sur une interprétation mozartienne de cette chanson. « Comment fais-tu ça ?» me demanda-t-il un matin, étendu sur son coin de paradis. Parfois, la seule façon de comprendre un artiste est de se mettre à sa place, dans sa peau. Alors tout le reste suit naturellement. Nous reparlions de livres. J'avais rarement parlé de livres avec quelqu'un d'autre que mon père. Nous parlions des philosophes présocratiques, de la vie universitaire aux États-Unis. Et puis, il y avait Vimini. La première fois qu'elle apparut alors que nous étions ensemble dans le jardin, je venais justement de jouer une variation sur la dernière variation de Brahms sur Handel. Sa voix troubla soudain la torpeur de cette matinée torride. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je travaille, » répondis-je. Oliver, qui était allongé sur le ventre au bord de la piscine, leva la tête. La sueur coulait entre ses omoplates. « Moi aussi, » dit-il quand elle se tourna vers lui et répéta sa question. « Vous parliez, vous ne travailliez pas ?»« Même chose. »« Je voudrais bien travailler, mais on ne me donne aucun travail. » Oliver, qui n'avait encore jamais vu Vimini, me regarda de l'air dérouté de quelqu'un qui ne connaît pas les règles de la conversation. « Oliver, je te présente Vimini, notre plus proche voisine. » Elle tendit la main et il la serra. « Vimini et moi sommes nés le même jour, mais elle a 10 ans. Vimini est aussi un génie, n'est-ce pas, Vimini ?»« C'est ce qu'ils disent, mais il me semble que ce n'est peut-être pas le cas. »« Pourquoi donc ?» demanda Oliver en essayant de ne pas prendre un ton trop condescendant. « Ce serait d'assez mauvais goût de la part de la nature d'avoir fait de moi un génie. » Oliver sembla encore plus surpris. « Pardon ?»« Il ne sait pas, hein ?» me demanda-t-elle devant lui. Je secouai la tête. « Ils disent que je ne vivrai peut-être pas longtemps. »« Pourquoi dis-tu ça ?» Il avait maintenant l'air complètement stupéfait. « Qu'en sais-tu ?»« Tout le monde le sait, parce que j'ai une leucémie. »« Mais tu sembles en si bonne santé, tu es si jolie et si intelligente, protesta-t-il. »« Comme je disais, une mauvaise plaisanterie. » Oliver, qui était maintenant à genoux sur la pelouse, avait littéralement laissé tomber son livre par terre. « Vous pourriez peut-être venir me faire la lecture un jour ?» ajouta-t-elle. « Je suis vraiment très gentille, et vous avez l'air très gentil aussi. Eh bien, au revoir. »
Elle grimpa sur le muret. « Et pardon si je vous ai effrayé comme un fantôme. Je veux dire... » On pouvait presque la voir essayer de retirer la métaphore mal choisie. Si la musique ne nous avait pas moins quelques heures ce jour-là, l'apparition de Vimini le fit. Nous parlâmes d'elle tout l'après-midi. Je n'avais pas besoin de chercher quelque chose à dire. D'ailleurs, c'était surtout lui qui parlait et posait des questions. Il était fasciné. Pour une fois, je ne parlais pas de moi. Il devint ami. Elle était toujours là le matin quand il avait fini de courir ou de nager, et ensemble, ils se dirigeaient vers notre portillon, descendaient très précautionneusement l'escalier, et allaient s'asseoir sur un des gros rochers où ils discutaient jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Je n'avais jamais vu une amitié aussi belle et aussi intense. Je n'en étais pas jaloux, et personne, en tout cas sûrement pas moi, n'osait s'interposer entre eux ou prêter une oreille indiscrète à leur conversation. Je n'oublierai jamais la façon dont elle lui donnait sa main avant de descendre l'escalier qui menait au rocher. Elle s'aventurait rarement jusque-là si elle n'était pas accompagnée par quelqu'un de plus âgé. Quand je repense à cet été-là, j'ai du mal à reconstituer la suite des événements. Il y a quelques scènes clés. Sinon, je me souviens surtout de ces moments qui revenaient chaque jour. Le rituel matinal avant et après le petit déjeuner, la baignade ou le jogging, Oliver allongé sur l'herbe ou au bord de la piscine, moi assis à ma table. Puis le moment où il prenait une bicyclette et allait voir la traductrice en ville. Le déjeuner à la grande table ombragée dans l'autre jardin, ou bien à l'intérieur, avec toujours un invité ou deux pour la corvée de table. Les heures de l'après-midi, somptueuses avec tout ce soleil et ce silence. Et puis, il y a les scènes secondaires. Mon père se demandant toujours ce que je faisais de mon temps, pourquoi j'étais toujours seul. Ma mère me pressant de me faire de nouveaux amis si les anciens ne m'intéressaient plus, mais surtout de ne pas rester tout le temps à la maison. Livres, 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 toujours les livres et toutes ces partitions. Ils m'imploraient tous les deux de jouer davantage au tennis, d'aller danser plus souvent, de rencontrer des gens, de découvrir par moi-même pourquoi les autres sont si nécessaires dans la vie, et pas seulement des corps étrangers à approcher de temps en temps. Fais des folies s'il le faut, me disait-il en guettant sans cesse les signes révélateurs d'une peine de cœur qu'à leur manière maladroite, indiscrète et dévouée, ils voudraient aussitôt guérir, comme si j'étais un soldat égaré dont ils devaient immédiatement panser la blessure mortelle. « Tu peux toujours me parler. J'ai eu ton âge autrefois, » disait mon père. « Les choses que tu ressens et penses être le seul à éprouver, crois-moi, je les ai toutes éprouvées et j'en ai souffert aussi, et plus d'une fois. Certaines dont je ne me suis jamais remis et d'autres que je ne comprends toujours pas plus que tu ne les comprends aujourd'hui. Pourtant, je n'ai presque chaque coin et recoin du cœur humain. Il y a d'autres scènes. Le silence après le déjeuner. Les uns faisant la sieste, les autres lisant ou travaillant. Au loin, quelques sons assourdis. Heures célestes où les voix du monde au-delà de chez nous parvenaient si faiblement que j'avais l'impression d'être parti à la dérive. Puis le tennis de l'après-midi. Douche et apéritif en attendant le dîner. Invité. Dîner. Sa seconde visite de la journée à la traductrice. Flânerie en ville et retour tard le soir, parfois seul, parfois avec des amis. Et puis il y a les exceptions. Les après-midi d'orage où, assis dans la salle de séjour, nous écoutions de la musique et le crépitement de la pluie, voire de la grêle, sur toutes les vitres de la maison. Parfois la lumière s'éteignait, la musique s'arrêtait, et nous nous retrouvions plus que jamais entre nous. Une tante jacassant au sujet de ces années affreuses à Saint-Louis, Missouri, qu'elle prononçait San Louis, ma mère humant l'arôme du thé Earl Grey et, venant de la cuisine en bas, les voix de Manfredi et de Mafalda. Voix étouffée mais véhémente d'un couple en train de se chamailler. Sous la pluie dehors, la mince silhouette encapuchonnée du jardinier se colletant avec les éléments, arrachant de mauvaises herbes même par mauvais temps. Mon père lui faisant signe de la fenêtre de la salle de séjour. « Rentre, Anquisé, rentre !»« Cet homme me donne la chair de poule, » disait ma tante. « Ce gaillard a un cœur en or, » répondait mon père. Mais toutes ces heures étaient teintées d'anxiété, comme si la peur était un étrange oiseau perdu, pris au piège dans notre petite ville, et dont les ailes noires projetaient sur chaque être vivant une ombre qui ne partirait jamais. Je ne savais pas de quoi j'avais peur, ni pourquoi j'étais si anxieux, ni pourquoi cette chose qui pouvait si aisément provoquer l'effroi me donnait parfois un sentiment d'espoir et, comme l'espoir dans les moments les plus sombres, m'apportait une joie irréelle, une joie précaire et menacée. Le bond de mon cœur dans ma poitrine quand je le voyais à l'improviste me terrifiait et me grisait à la fois.
J'avais peur quand il apparaissait, peur quand il ne se montrait pas, peur quand il me regardait, et plus encore quand il ne me regardait pas. Ce tourment finit par m'épuiser et, certains après-midi, et m'assoupissait sur le divan du séjour et, à travers mes rêves, je savais exactement qui était dans la pièce, qui entrait ou sortait sur la pointe des pieds, qui se tenait là, qui me regardait et pendant combien de temps, qui essayait de prendre le journal du jour sans faire le moindre bruit de papier froissé, puis renonçait et cherchait la page des films à l'affiche sans plus se soucier que je me réveille ou non. La peur ne partait jamais. Je la sentais le matin au réveil, la sentais se muer en joie quand je l'entendais prendre sa douche et savais qu'il serait en bas avec nous pour le petit déjeuner, puis sentais cette joie retomber brusquement lorsque, au lieu de boire son café, il traversait la maison en coup de vent et se mettait aussitôt au travail dans le jardin. À midi, la torture d'attendre un mot de lui était plus que je n'en pouvais supporter. Je savais que le divan m'attendait dans 1 heure ou 2 et je me détestais de me sentir si malheureux, si invisible, si épris, si inexpérimenté. Dis quelque chose, touche-moi, Oliver. Regarde-moi assez longtemps et vois les larmes me monter aux yeux. Frappe à ma porte la nuit et vois si je ne l'ai pas laissée entr'ouverte pour toi. Entre. Il y a toujours de la place dans mon lit. C'étaient les longs moments où je ne le voyais pas. Des après-midi et des soirées entières parfois sans savoir où il était. De temps à autre, je le voyais traverser la Piazzetta ou parler avec des gens que je n'y avais jamais vus. Mais cela ne comptait pas parce que, sur cette petite place où les gens se retrouvaient le soir, il me prêtait rarement attention, me faisait juste un signe de tête peut-être destiné moins à moi qu'à l'hôte et éminent professeur dont je me trouvais être le fils. Mes parents, mon père surtout, n'auraient pu être plus contents de lui. Oliver serait mieux que la plupart de nos précédents pensionnaires. Il aidait mon père à mettre ses papiers en ordre, s'occupait d'une bonne partie de sa correspondance étrangère, et avançait manifestement avec son propre livre. Ce qu'il faisait dans sa vie privée et pendant son temps libre était son affaire. Si la jeunesse doit aller au trot, qui galopera, était l'adage un peu lourdeau de mon père. Chez nous, Oliver ne pouvait rien faire de mal. Puisque mes parents ne se souciaient jamais de ses absences, je jugeais plus sûr de ne jamais montrer qu'elle me rendait anxieux. Je n'en parlais que quand l'un d'eux se demandait où il était. Je feignais d'avoir l'air aussi surpris qu'eux. « Oh, c'est vrai, il est parti depuis un bon moment. »« Non, aucune idée. » Et je devais veiller à ne pas avoir l'air trop surpris non plus, car cela pourrait sonner faux et leur faire soupçonner ce qui me rongeait. Ils reconnaîtraient l'insincérité dès qu'ils la verraient. Ça m'étonnait qu'ils ne l'eussent pas déjà perçu. Ils avaient toujours dit que je m'attachais trop facilement aux gens. Cet été-là, je compris finalement ce qu'ils voulaient dire par là. De toute évidence, c'était déjà arrivé, et ils avaient dû le remarquer quand j'étais sans doute trop jeune pour m'en rendre compte moi-même. Cela avait éveillé leur inquiétude. Ils s'en faisaient pour moi. Je savais qu'ils avaient raison. J'espérais seulement qu'ils ne sauraient jamais à quel point la réalité dépassait maintenant leurs craintes. Je savais qu'ils ne soupçonnaient rien et cela me tracassait, même si je n'aurais pas aimé qu'il en fût autrement. Cela me disait que si je n'étais plus transparent et pouvais dissimuler tant de choses, j'étais protégé de leurs soupçons et des siens, et à quel prix? Et voulais-je être si protégé de tout soupçon? Je n'avais personne à qui parler. À qui pouvais-je me confier? Mafalda? Elle quitterait la maison. Ma tante? Elle le raconterait probablement à tout le monde. Martia, Chiara, mes amis, ils me fuiraient sur le champ. Mes cousins quand ils venaient? Pas question. Mon père avait les opinions les plus libérales, mais sur ce sujet, qui d'autre? Écrire à un de mes professeurs? Voir un médecin? Prétendre que j'avais besoin d'un psy? En parler à Oliver? En parler à Oliver. Il n'y a personne d'autre, Oliver, alors je crains que ça ne doive être toi. Un après-midi où j'étais sûr d'être seul à la maison, je suis monté dans sa chambre. J'ai ouvert son placard pour faire mine, puisque c'était ma chambre quand il n'y avait pas de pensionnaire, de chercher dans un des tiroirs du bas. J'avais eu l'intention de feuilleter ses papiers, mais dès que j'ouvris son placard, je le vis. Suspendu à un cintre, ce maillot de bain rouge qu'il n'avait pas mis pour nager ce matin-là. C'était pourquoi il était suspendu là au lieu de sécher sur le balcon. Je le pris. Je n'avais encore jamais fureté dans les affaires de quelqu'un. Je le portai à mon visage, puis enfouis mon visage dedans, comme si j'essayais de m'y blottir tout entier et de me perdre dans ses plis.
Voilà donc quelle est son odeur quand son corps n'est pas enduit de crème solaire. Voilà donc quelle est son odeur, me répétais-je, cherchant dans le maillot quelque chose de plus intime encore que son odeur. Et puis en embrassant chaque recoin, souhaitant presque y trouver des poils, n'importe quoi, le lécher et le mettre entièrement dans ma bouche. Et si je pouvais le dérober, le garder toujours avec moi, ne jamais laisser ma falda le laver, me tourner vers lui pendant les mois d'hiver à la maison et, en le reniflant, faire revivre Oliver, aussi nu qu'il l'était pour moi en cet instant. Pris d'une impulsion soudaine, j'ôtai mon maillot de bain et mis le sien. Je savais ce que je voulais. Et je le voulais avec le genre de griserie exaltée qui fait prendre des risques qu'on ne prendrait jamais, même avec une bonne dose d'alcool dans le corps. Je voulais jouir dans son maillot et en laisser des traces pour qu'il les y trouve. Ce fut alors qu'une idée plus folle encore s'empara de moi. Je défis son lit, retirai son maillot et le pressai contre moi entre ses draps, nus. Qu'il couvre ici, pensai-je. Je m'en arrangerai, d'une façon ou d'une autre. Je reconnaissais la sensation familière que j'avais dans ce lit. Mon lit. Mais son odeur était partout autour de moi, évoquant quelque chose de bienfaisant et d'indulgent, comme cette étrange odeur qui m'avait soudainement enveloppé lorsqu'un homme âgé qui se tenait à côté de moi dans une synagogue un jour de Yom Kippour avait posé sur ma tête solette, sous lequel j'avais presque disparu, uni à un peuple à jamais dispersé, mais qui, de temps en temps, se rassemble de nouveau quand un être et un autre se recouvrent de la même étoffe. Je mis son oreiller sur mon visage, l'embrassai sauvagement, puis, le serrant entre mes cuisses, lui dis ce que je n'avais le courage de dire à personne au monde. Puis je lui dis ce que je voulais. Cela prit moins d'1 minute. J'étais libéré de ce secret. Tant pis s'il voyait, tant pis s'il me surprenait, tant pis, tant pis, tant pis. En revenant dans ma chambre, je me demandais si je serais jamais assez fou pour oser encore la même chose. Ce soir-là, je me surpris à noter mentalement où chacun était dans la maison. Le honteux désir revenait plus tôt que je ne l'avais imaginé. Il aurait suffi d'un rien pour que je remonte en douce à l'étage. En lisant dans la bibliothèque de mon père, je tombais sur l'histoire d'un jeune et beau chevalier. Elle l'aime aussi, bien qu'elle ne semble pas en avoir entièrement conscience. Et malgré l'amitié qui fleurit entre eux, ou peut-être à cause de cette amitié, il est si intimidé par son austère candeur qu'il est totalement incapable de lui avouer son amour. Un jour, il lui demande à brûle-pourpoint « Lequel vaut mieux, parler ou mourir ?» Je n'aurais jamais eu le courage de poser une telle question. Mais ce que j'avais dit dans son oreiller me révélait que, au moins pour un moment, j'avais avoué la vérité. J'avais pris plaisir à la dire, et s'il était passé là à l'instant même où je marmonnais des choses que je n'aurais pas osé dire à mon propre reflet dans le miroir, cela m'aurait été égal. Cela ne m'aurait pas gêné. Qu'il sache, qu'il voie, qu'il me juge aussi s'il le veut. Mais ne dis rien au monde. Même si tu es le monde pour moi maintenant, même s'il y a dans tes yeux un monde horrifié et méprisant. Ce regard dur, Oliver, j'aimerais mieux mourir que l'affronter après t'avoir tout dit.